Ces meurtres violents commis dans une charmante station balnéaire nous montrent que l'horreur peut prendre les formes les plus inattendues et nous rappellent que le pire danger vient parfois de ceux qui nous sont le plus proches. Surf City est située sur la côte du New Jersey. C'est une communauté très soudée, tout le monde se connaît. Certaines familles sont là depuis des décennies. Hors saison, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est plus tranquille. En 2001, Françoise Pitois, une divorcée de 55 ans proche de la retraite, passe tous ses week-ends à la plage à Surf City. Je suis la fille de Françoise Pitois. Ma mère est née en France. Elle a rencontré mon père quand il était dans l'armée. Ils se sont mariés et ont eu 2 filles, moi et Sandrine. Et puis mon père s'est retrouvé en garnison à Fort Dix, dans le New Jersey. Ma mère était un vrai rayon de soleil. Elle avait un accent français très prononcé. Tout le monde l'appelait Frenchie. J'ai rencontré Françoise en 1986, quand on travaillait dans une maison de retraite. Françoise était une femme très sociable et très gentille. On savait toujours de quel pensionnaire Françoise s'était occupée, parce qu'ils avaient la trace de son rouge à lèvres sur la joue. Mes parents ont divorcé quand j'avais 16 ans. Je me suis installée à Virginia Beach. J'ai eu des enfants. Ma mère adorait être grand-mère. C'était une super mamie. En 2001, Françoise a rencontré Jack Enders, un jour où elle se promenait sur la plage, à Surf City. Et elle est tombée amoureuse. Je connaissais Jack Enders depuis 45 ans. Et c'est quelqu'un qu'on n'oublie pas. Il se mettait toujours en 4 pour les autres. Il avait été marié. Sa femme était tombée malade. Elle avait la maladie d'Alzheimer. Jack a laissé tomber tout ce qu'il faisait pour se consacrer exclusivement à elle. Environ 1 an après la mort de sa femme, Jack a rencontré Françoise sur la plage et a eu le coup de foudre. Françoise travaillait avec des gens atteints de démence et d'Alzheimer, et je pense que c'est ce qui les a rapprochés. Ils s'entendaient super bien. Ils s'épanouissaient ensemble. Jack adorait ma mère. Il ne pouvait pas se passer d'elle. Alors elle s'est installée chez lui. Il habitait au bord de l'eau, dans une belle maison à 1 étage sur la plage. Ils étaient inséparables. Comme Françoise, Jack a 2 grandes filles, Sherry et Terry. Terry et Jack avaient un peu perdu le contact. Mais Jack était resté proche du fils de Terry, Andrew. Son autre fille, Sherry, vivait en Pennsylvanie. Elle venait parfois rendre visite à Jack et à ma mère. Pendant 20 ans, Jack et Frenchie passent le plus clair de leur temps dans la maison de Jack, au bord de l'eau. Mais en mai 2021, Jack a 87 ans et décide de vendre pour quelque chose de plus petit. En septembre 2021, la vente est en cours et le couple doit déménager le mois suivant, la signature étant prévue le 11 octobre. Le 24 septembre, j'ai eu ma mère au téléphone. Et elle m'a dit... Préparez-vous à venir nous aider, si jamais on a besoin de vous pour le déménagement. J'ai dit, d'accord. Et c'est la dernière fois que je lui ai parlé. Valérie s'attendait à recevoir un appel de sa mère pour lui dire quel jour et à quelle heure venir les aider. Mais elle n'a jamais appelé. Quelques jours plus tard, j'appelle ma mère. Elle ne répond pas. Donc, je laisse passer une autre journée et toujours pas de réponse.
C'était bizarre parce que je lui parlais presque tous les jours normalement. Donc je me suis dit que j'allais essayer le portable de Jack. J'appelle son numéro et une femme que je ne connais pas répond. Je dis « Allô, Jack est là ?» Et elle dit « Non, c'est de la part de qui ?» Alors je dis « En fait, je ne cherche pas à joindre Jack, mais ma mère. » Et là, elle dit « Ah, bonjour, c'est Chérie à l'appareil, la fille de Jack. Ravie de te rencontrer. » Chérie explique à Valérie que le numéro qu'elle a appelé est celui de l'ancien portable de Jack qu'elle a récupéré. Chérie m'a donné le nouveau numéro de Jack. Mais il n'était plus en service. Le lendemain, Valérie n'arrive toujours pas à joindre Jack ou sa mère. Alors, elle appelle l'amie de sa mère, Pam. Valérie m'a demandé si j'avais parlé à sa mère. Je lui ai dit que j'avais essayé de la joindre, mais qu'elle ne m'avait pas rappelé. Valérie m'a dit qu'elle-même essayait de la joindre depuis 2 jours. Alors, j'ai dit à Valérie de demander à la police d'aller faire une visite de contrôle chez Jack. Pam m'a dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Alors j'ai appelé la police de Surf City. Le dimanche 3 octobre, vers 13h54, la police va faire une visite de contrôle chez Françoise Pitois et Jack Enders. Ils frappent à la porte. Personne ne répond. Ils font le tour par derrière, frappent à l'autre porte. Toujours pas de réponse. Mais c'est une porte vitrée. Et quand un des policiers regarde à l'intérieur, il pense voir un corps. Ils utilisent donc un pied de biche pour forcer la porte. Et ils entrent. Une fois à l'intérieur, ils découvrent une véritable scène d'horreur. Je me suis rendu sur place, à Surf City. Et dès que j'ai passé la porte, j'ai été assailli par l'odeur de putréfaction très forte, âcre, caractéristique. Quand on entrait dans le salon, c'est là que se trouvait l'homme. Il était assis dans un fauteuil. Il était presque entièrement enfoui sous des vêtements qu'on avait jetés sur lui, visiblement pour le recouvrir. Il y avait de grandes quantités de sang à ses pieds, des éclaboussures sur les murs. Quand ils ont retiré les vêtements, ils ont vu qu'il était nu. Il avait reçu des coups de couteau sur la poitrine, la tête et les bras. On s'était acharné sur lui. Plus loin dans la maison, au pied de l'escalier, il y a une femme âgée. Elle a de nombreuses lacérations dans le dos et elle baigne dans son sang. Il y a du sang sur les murs et sur la rampe d'escalier. C'était d'une violence inouïe. Surf City et Long Beach Island sont des endroits qui sont plutôt fréquentés par des familles. Qu'un meurtre soit commis à Surf City, c'est déjà rare. Alors un double meurtre, c'est presque inconcevable. Les victimes étaient le propriétaire, Jack Enders, et sa conjointe, Françoise Pitois. Après avoir découvert les corps au rez-de-chaussée, on est monté en suivant les traces de sang jusqu'à la chambre principale. Il y avait du sang par terre, les oreillers et les draps étaient imprégnés de sang. Il y avait 17 lacérations distinctes sur les draps. On a retrouvé une douille sous le lit et une autre dans la couette, sur le lit. D'après nos experts en balistique, ces douilles provenaient d'un Glock 17. Mais c'était difficile de discerner d'éventuelles blessures par balle, vu l'état de décomposition des corps. Visiblement, l'agression avait commencé dans la chambre. Les victimes ont réussi à descendre l'escalier puisqu'il y a des traces de sang qui mènent de la chambre jusqu'en bas, là où on a trouvé les corps. On a aussi trouvé des empreintes de pieds nus dans le sang, montant l'escalier jusqu'à une des salles de bain. Il y a 4 salles de bain. Les 3 autres sont impeccables, mais dans celle-là, il y a un sèche-cheveux par terre
et il y a du sang tout autour des lavabos. Donc, il semble bien que la personne qui a commis ce meurtre soit remontée se nettoyer avant de partir. Il y avait aussi des traces rouges, probablement du sang, sur 3 poignées de porte, avec des empreintes. Le meurtrier a continué à aller et venir dans la maison après avoir tué ses victimes, parce qu'on a trouvé des empreintes de mains, de pieds, dans le sang, un peu partout. Les empreintes de pieds, c'est comme les empreintes digitales. Il n'y en a pas deux pareilles. La police relève donc les empreintes de pieds. Comme ça, si elle trouve un suspect, elle pourra les comparer aux siennes. Le médecin légiste fait transporter les victimes à la morgue pendant que l'inspecteur Mitchell et la brigade criminelle examinent l'extérieur de la maison. On a fait le tour de la maison. Devant, il y avait un panneau à vendre. La maison était à vendre dans une zone quasiment déserte en cette saison. On aurait pu s'attendre à ce que les propriétaires soient partis pour l'hiver. Ce qu'il s'était peut-être passé, c'est que quelqu'un était entré dans la maison avec l'intention de cambrioler et qu'il était tombé sur les propriétaires. Et ça s'est soldé par un double meurtre. On cherche des traces de cambriolage. Toutes les fenêtres et les portes extérieures sont fermées. Dans la cuisine, il y a un portefeuille bien garni. À l'étage, il y a un coffre qui contient de l'argent et des bijoux. C'est pas un cambriolage. Un cambrioleur n'aurait pas laissé les bijoux et l'argent. Et dans un coin de la cour, il y a des traces de sang sur la clôture blanche. Ça saute aux yeux, du rouge sur du blanc. Tout ça indique que probablement, le meurtrier, toujours couvert de sang, est ressorti par la porte de derrière et a escaladé la clôture. À Surf City, les enquêteurs sécurisent la scène de crime. Le lendemain, le 4 octobre, l'autopsie confirme que les 2 victimes sont bien Jack Enders, 87 ans, et Françoise Pitois, 75 ans. L'examen post-mortem révèle également à quel point l'attaque a été violente. Françoise Pitois a reçu 39 coups de couteau. Jack Enders a reçu environ 51 coups de couteau. Ça indique un crime passionnel pour la police. Ça veut dire que le meurtrier connaissait les victimes. C'est un crime commis sous le coup de la rage, de la colère. Qui plus est, Jack et Frenchy n'ont pas seulement été poignardés, on leur a tiré dessus. Ils avaient tous les deux reçu une balle dans la bouche, d'un Glock 17. C'est le crime de quelqu'un qui voulait que ses victimes sachent qui le commettait et pourquoi. Un tel déchaînement de violence dans un lieu aussi restreint, on n'avait jamais vu ça. J'ai appelé Surf City. Ils n'ont rien voulu me dire et personne ne m'a rappelé. À ce moment-là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave. Surf City est à 5 ou 6 heures de route de Virginia Beach. Je m'apprêtais à y aller. Et pile à ce moment-là, on a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était la police. J'ai paniqué. J'ai dit, où est ma mère? Où est ma mère? Dites-moi où elle est. Il a dit, ils sont morts. Et là, j'ai réalisé que c'était fini. Ils étaient morts. Deux corps ont été découverts dans une maison de Surf City, dans le New Jersey. Le couple, âgé de 87 et 75 ans, a été retrouvé mort hier après-midi. C'est triste qu'on ait pu faire une chose pareille. Jack et Frenchy vous traitaient comme s'ils vous connaissaient depuis toujours et que vous faisiez partie de la famille. C'est une perte immense qu'ils soient morts. Ça m'a rendu malade. J'étais effondrée. Je n'arrivais pas à y croire. Et puis, quand j'ai vu les infos, j'ai compris que c'était vrai. C'est dans cette maison que le couple a été retrouvé mort le 3 octobre. Tandis que la nouvelle du double homicide se répand, la police de Surf City reçoit un appel de 2 amis des victimes. Leur témoignage permet de préciser la chronologie des événements précédant les meurtres.
Jack et Françoise avaient deux amies, Géraldine et Judy, avec qui ils avaient convenu le 28 septembre qu'elles passent les voir le lendemain matin, vers 10 h. Elles arrivent chez Jack et Françoise vers 10 h et frappent à la porte. Personne ne répond. C'est fermé à clé. Jack avait un pick-up. Et elles remarquent qu'il est dans l'allée. Donc elles font le tour, la porte de derrière est fermée. Personne ne vient ouvrir. Elles repartent vers 10h15. Elles rappellent dans la journée, là encore personne ne répond. Ça ne ressemble pas à Jack et Françoise. Grâce à ce témoignage, on sait que le soir du 28 septembre 2021, Jack et Françoise étaient encore en vie, parce qu'ils ont fait des projets pour le lendemain matin. Donc on pense qu'ils ont été tués tôt le matin du 29 septembre. Le lendemain de la découverte des corps, les enquêteurs vont frapper aux portes des maisons voisines pour voir si quelqu'un sait ou a vu quelque chose. Et chez l'un des voisins de Jack, la police touche le gros lot. Il nous a dit qu'il avait une caméra qui donnait sur la maison de Jack et Françoise. Donc, on a visionné les images du 29. Et la première chose qu'on voit, c'est que le matin du 29, un peu avant 7 h, quelqu'un portant un genre de coupe-vent bleu avec la capuche relevée, des gants et un pantalon bleu, est sorti de la maison par derrière. On pense que les meurtres ont eu lieu juste avant. Il y a une clôture blanche sur laquelle le suspect s'est appuyé. Mais sur les images, on ne distingue pas son visage. Il a une capuche sur la tête qui le cache complètement. Le voisin nous a montré une autre vidéo du même individu passant devant chez lui. En parallèle, on continue l'enquête de voisinage sur la 6e rue Nord. Et sur d'autres images, on voit le suspect sortir de la cour de derrière et marcher vers l'est en direction du boulevard. Le suspect ayant été filmé par une caméra de surveillance, la police vérifie les autres systèmes de sécurité du quartier, pendant que les inspecteurs en apprennent le maximum sur la vie des victimes à Surf City. On a appris que Jack Enders et Françoise Pitois étaient en plein déménagement. Leur maison était sous compromis de vente. Étant donné son emplacement au bord de l'eau, cette maison devait valoir très cher. L'enquête a révélé que la signature pour la vente devait avoir lieu le 11 octobre. Il n'y avait aucune hypothèque sur la maison et elle avait été vendue 1,9 million de dollars. Donc, Jack allait empocher une très grosse somme. Si le mobile du crime était financier et concernait la maison, qui aurait eu le plus à gagner en les tuant? Les enquêteurs obtiennent une copie du testament de Jack et font une découverte étonnante. On a découvert que quelques mois avant les meurtres, Jack a fait de son petit-fils Andrew son seul héritier. Andrew devant hériter à la mort de Jack, la police estime qu'il avait un mobile pour tuer le couple. Alors que l'inspecteur Mitchell s'apprête à aller interroger le petit-fils de Jack, il reçoit justement un appel de ce dernier. Il nous a appelés parce qu'un de ses amis a posté un article sur les réseaux sociaux avec une photo des alentours de la maison de son grand-père. Il a reconnu la maison, il a vu la police. J'ai dit à Andrew qu'il y avait eu un double homicide et qu'on menait l'enquête. Je lui ai posé quelques questions sur Jack, sur lui et sur d'autres membres de la famille. Il m'a dit que sa mère, Terry, était brouillée avec son père à elle, Jack, depuis une vingtaine d'années. Tout ça à cause d'un divorce houleux qui avait eu lieu dans la famille et dans lequel chacun avait pris parti. Andrew raconte à l'inspecteur Mitchell que, malgré cette brouille entre sa mère et Jack, il était très proche de son grand-père, qu'il considérait presque comme son père. L'inspecteur Mitchell prend note des querelles entre les Enders. Et les images vidéo conduisent la police sur une possible piste. Nos inspecteurs ont récupéré les images vidéo d'un voisin de Jack. On y voit que vers 5 h du matin, le 29 septembre, un petit camping-car arrive devant la maison. Environ 1 heure plus tard, le camping-car réapparaît sur les images, repartant dans l'autre direction. Puis on voit un individu se diriger à pied vers la maison de Jack.
Et on sait qu'un peu avant 7 heures, les autres vidéos montrent quelqu'un sortant de la maison. Entre 6h41 et 6h42, on voit cette personne enjamber puis longer la barrière. On pense que la personne sur ces vidéos est le meurtrier. Les enquêteurs estiment que l'heure du double meurtre se situe entre 4h50 et 6h42, le matin du 29. Le suspect se dirige ensuite vers l'est, vers le boulevard, qui est l'artère principale, probablement là où il a garé son véhicule. Grâce aux images vidéo, ils arrivent à reconstituer les allées et venues du meurtrier présumé, jusqu'à ce qu'il reparte avec le camping-car. Long Beach Island est une bande de sable de 18 km au bord de l'Atlantique. Il n'y a qu'un accès, c'est une île. Il faut prendre la route 72 et le pont. On a regardé toutes les images filmées par les caméras routières à l'entrée et à la sortie de Surf City, sur le pont de la route 72. Et on peut voir le camping-car arriver sur le pont vers 5 heures du matin et repartir vers 7 heures. En repartant, il est passé devant un lecteur de plaques automatique. Donc, on a vérifié le numéro de ce camping-car. Et on a découvert qu'il était immatriculé au nom de la fille de Jack, Sherry Heffernan. À ce stade, on ne sait pas encore qui était au volant. Mais le scénario commence à se préciser. Les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. En creusant un peu plus sur Sherry, on découvre qu'elle a une agence immobilière à Surf City, mais qu'elle travaille également en Pennsylvanie, son lieu de résidence. Les enquêteurs apprennent par les amis de Jack que lorsqu'il a décidé de vendre sa maison, l'agence de Sherry devait s'en charger. Elle pensait qu'elle allait récupérer la maison un jour. Et le fait qu'elle soit mise en vente lui prouvait qu'elle n'en deviendrait jamais propriétaire. Mais visiblement, Jack ne trouvait pas d'acheteur. Jack en a eu assez et il a appelé Sherry. Il lui a dit qu'il voulait vendre la maison avant l'automne et qu'il allait la mettre dans une autre agence, ce qu'il a fini par faire. Et donc Sherry a été évincée. Par conséquent, Sherry n'étant plus chargée de la vente, elle n'aurait pas sa commission. Jack ne m'en a pas parlé, mais elle a dû très mal le prendre. On s'est donc demandé si ça avait mis Sherry en colère au point de commettre un double homicide aussi violent. On était désormais certain que le camping-car qu'on voyait arriver à Long Beach Island et se diriger vers le domicile de la victime, le 29 septembre un peu avant 5 heures du matin, était bien celui de la fille de Jack, Sherry Heffernan. Les enquêteurs réexaminent la silhouette du meurtrier présumé de Jack et Françoise, qu'on voit sur les images vidéo sortir de la maison un peu avant 7 heures du matin. Cette personne, qui est probablement le meurtrier, pourrait-elle être la fille de Jack, Sherry Heffernan? Ce double homicide a été d'une violence extrême, et on pourrait penser qu'il a été commis par un homme plutôt grand et vigoureux, ce qui ne colle pas du tout à la description de Sherry Heffernan. Quand on regarde les images fournies par le voisin, sur lesquelles on voit le suspect sortir par derrière au niveau du 2e ou 3e poteau, on voit qu'il est exactement de la même taille que le poteau, qui mesure environ 1,76 m. La police part du principe que le meurtrier est un proche de Jack et Frenchie. Maintenant qu'ils ont estimé la taille du suspect, grâce aux images vidéo, les enquêteurs s'intéressent à tous les membres de la famille. Les enquêteurs se basent sur les témoignages et les fichiers des permis de conduire pour évaluer la taille des membres de la famille de Jack. On a commencé par Andrew, le petit-fils de Jack. Il faisait 1,88 m pour 100 kg. Le fils de Sherry, JJ, fait 1,82 m. Il est mince comme le suspect sur la vidéo, mais trop grand pour que ce soit lui. On vérifie la taille de Terry, l'autre fille de Jack. Ça correspond à peu près. Elle fait 1,80 m, mais elle est de plus forte corpulence et ne correspond pas à la silhouette de la vidéo. Sherry Heffernan mesure 1,76 m. Sherry est la seule qui correspond à la description du suspect de la vidéo. Les autres membres de la famille ne correspondent pas à la taille et à la corpulence de l'individu sur les images.
Et comme elle est la propriétaire du camping-car filmé par les caméras de surveillance, Sherry est désormais la suspecte numéro 1 de ce double meurtre. On a demandé à la police de Pennsylvanie de passer devant la maison de Sherry pour voir s'ils apercevaient son camping-car. Ils sont passés devant chez elle et nous ont confirmé que le camping-car était dans l'allée. On a donc décidé d'aller en Pennsylvanie. Au moment où on arrive, on voit un pick-up sortir de la résidence. Alors on demande à nos collègues de Pennsylvanie de le suivre. C'était peut-être Sherry Heffernan. La police de la route arrête le pick-up en prétextant une infraction mineure. Mais c'est le fils de Sherry qui est au volant, JJ Heffernan. Avec le sergent Rice de la police de Surf City, on profite que le pick-up soit arrêté pour aller se présenter au conducteur et lui demander de venir au poste pour une déposition. Les inspecteurs interrogent JJ sur sa mère, Sherry Heffernan. JJ explique aux enquêteurs que sa mère est agent immobilier. Elle a fait des études, elle est divorcée. Son ex-mari est le père de JJ. Il dit à la police que sa mère aime les armes à feu, qu'elle en a plusieurs chez elle. JJ sait que sa mère est allée rendre visite à Jack quelques jours avant les meurtres. Et quand il lui en a parlé, elle lui a dit qu'elle était allée à Surf City pour faire des photos, aller au marché local. C'est ce qu'il répète à la police. Les meurtres ont eu lieu le 29 septembre. JJ a dit aux enquêteurs que Sherry était allée à Surf City le 27. Ça nous a intrigués. Pourquoi avait-elle fait ça? JJ nous a également dit que Sherry était la seule à conduire ce camping-car. Sauf 15 jours plus tôt, quand elle a dû faire changer ses pneus. C'est JJ qui l'a fait pour elle. Cependant, hors de question pour la police de croire JJ sur parole. Sa déposition place sa mère sur la scène de crime, mais c'était peut-être lui qui conduisait le camping-car. Il y avait facilement accès en vivant avec sa mère. Peut-être que JJ en sait plus qu'il ne le dit. Pour pouvoir l'écarter comme suspect, la police lui demande son téléphone pour vérifier s'il a borné sur une des antennes de Surf City. Ces données téléphoniques corroborent sa déposition. Il a dit qu'il était chez lui et ses relevés le confirment. JJ est écarté comme suspect. En recoupant toutes nos informations avec ce qu'on voyait sur les vidéos de surveillance, on avait la certitude que Sherry Heffernan était bien la personne qui conduisait ce camping-car le 29 septembre. Sherry a donc été placée en garde à vue. Sherry Heffernan réclame immédiatement un avocat et refuse de parler. Mais le lendemain, la police du New Jersey perquisitionne son domicile et son véhicule. Ils ont trouvé plusieurs armes à feu, avec des permis valides. La seule arme qu'on n'a pas retrouvée, c'était le Glock 17, l'arme du crime. On n'a pas retrouvé non plus le couteau. Mais en fouillant, on a trouvé un reçu pour l'achat d'un Glock 17. Et une copie du testament de Jack. Le testament était sur la table de la salle à manger, chez Sherry, et il datait de 2017. Jack Enders y stipulait qu'il lui léguait tous ses biens à sa mort. Sherry Lee Heffernan avait chez elle un système de surveillance avec caméra, et on a pu récupérer les images du 29 septembre. Les vidéos ont été analysées par nos services techniques, et quand on a visionné les images, on a pu constater que les 28 et 29 septembre, Sherry était très affairée autour de sa maison. On la voit dans l'allée, monter et descendre du camping-car, aller et venir dans son jardin. Elle a l'air de charger des objets dans le camping-car, notamment une glacière qu'elle prend dans le bateau qui se trouve dans l'allée, et d'autres objets. On la voit aller et venir pieds nus en t-shirt. Un peu après minuit, on la voit monter avec ses deux chiens dans le camping-car, puis elle démarre et s'en va. Durant la perquisition de son domicile en Pennsylvanie,
On a trouvé un appareil photo contenant des photos de l'intérieur de la maison de Jack. Elles ont été prises tôt le matin du 27 septembre, soit 2 jours avant les meurtres. On a récupéré les vidéos de la maison de Jack pour le 27 septembre. Les vidéos confirment qu'elle est bien allée prendre des photos ce jour-là. Même si l'inspecteur Mitchell et le procureur ne connaissent pas la raison exacte de sa présence là-bas le 27 septembre, ils pensent qu'elle y est allée en reconnaissance et peuvent désormais reconstituer tous ses faits et gestes. Voici la maison de Sherry à Londonburg. On sait qu'elle a pris son camping-car et qu'elle est partie vers 1h du matin. Grâce à ses relevés téléphoniques, on peut la suivre depuis la Pennsylvanie, dans la nuit du 28 au 29 septembre, jusqu'au New Jersey et sur le pont menant à Long Beach Island. Sherry arrive à Long Beach Island, tourne à gauche, continue jusqu'au bout, et ses relevés téléphoniques la placent au domicile de Jack Enders. Et à 5 heures, son téléphone s'éteint. Au retour, un lecteur automatique de plaques enregistre son numéro quand elle repasse sur la route 72. Le téléphone de Sherry ne se rallume que vers 9h du matin à proximité de Horsham en Pennsylvanie, là où se trouve le lieu de travail de son ex-mari. On a trouvé ça un peu déroutant, le fait qu'après avoir commis ce double homicide très violent, elle se soit rendue sur le lieu de travail de son ex-mari. On a interrogé l'ex-mari de Sherry. Il était bien au travail ce jour-là. En général, il se garait toujours sur le même emplacement. Mais ce jour-là, sa voiture était au garage pour une révision et on lui avait prêté un véhicule de courtoisie. Donc si Sherry l'a cherché ce jour-là, ou si elle a cherché sa voiture, elle ne l'aura pas trouvée, puisqu'elle n'y était pas. On la voit arriver au volant du camping-car sur le lieu de travail de son ex-mari. Peut-être qu'elle savait qu'il y avait des bennes à ordures et qu'elle voulait se débarrasser de preuves. On peut suivre son téléphone dans le centre et dans l'est de la Pennsylvanie, à différents endroits. Et on la voit revenir chez elle à 20h ce soir-là, et se garer dans l'allée, habillée différemment. Sherry Heffernan était déjà en garde à vue au bout de 2 jours d'enquête, et elle est officiellement inculpée par le procureur du comté. L'accusé devra répondre de 2 chefs d'accusation de meurtre pour avoir agressé et brutalement assassiné son père et sa conjointe au domicile de celui-ci à Surf City. J'ai été vraiment soulagée quand ils l'ont arrêté. Mais quand ce genre de choses arrive, ça vous chamboule le cerveau. Tout ce qui était normal ne l'est plus. Il faut réapprendre la réalité. Sherry Lee Heffernan a accepté d'être transférée dans le New Jersey afin d'y être jugée pour le meurtre de son père et de sa conjointe de 75 ans, Françoise Pitois. Elle clame son innocence. J'en revenais pas parce que c'était son père. Comment peut-on faire ça? Les parents font tout pour leurs enfants. Je ne peux même pas imaginer ce qu'ont dû ressentir Jack et Françoise. Parce qu'ils ont compris ce qui leur arrivait, à quoi ils ont pu penser. Et puis, j'ai vu qu'ils avaient arrêté Sherry, et j'étais contente. Ceci est un appel prépayé de Sherry Heffernan, détenue à la prison du comté d'Ocean. On a su que depuis la prison, Sherry avait appelé une de ses amies avec qui elle a parlé de l'affaire. Ils ont des vidéos de ton camping-car chez ton père. Oui, je sais. Ok. Ça veut pas dire que j'étais au volant ni que j'y suis allée. Oui. Elle prétend qu'on veut lui faire porter le chapeau. Ça m'a tout l'air d'un coup monté. Elle dit avoir été piégée par les vrais coupables. Ils espèrent toucher le jackpot. Ils devraient passer dans l'émission sur les arnaques. Parce que ça m'a tout l'air d'un coup monté par ma sœur et Andy. Ils espèrent toucher le jackpot.
Lors de cet appel, Sherry Heffernan affirme qu'elle a été piégée par sa sœur Terry et son fils Andrew. Mais la personne sur la vidéo mesure 1m76. Andrew, le petit-fils de Jack, fait 1m88 pour 100 kg. Rien à voir avec la personne qu'on voit sur la vidéo le matin des meurtres. Sherry affirme avoir été piégée, tout en admettant être allée sur les lieux du crime. J'ai passé 1h30 à la plage à prendre des photos. Il y a des témoins et les photos sont horodatées. Oui. C'est mon alibi. J'étais vraiment à la plage. La police est persuadée que Sherry, par petites bribes, est en train d'avouer. En vue du procès, on a obtenu une commission rogatoire pour prendre les empreintes digitales et palmaires de Sherry, ainsi que ses empreintes de pied. Et on a eu confirmation que les empreintes retrouvées chez les victimes étaient celles de Sherry. Après 2 ans de préparation, en février 2024, le procès de Sherry Heffernan pour le meurtre de son père, Jack Enders, et de sa conjointe de longue date, Françoise Pitois, s'ouvre enfin. On a expliqué au jury que les empreintes de pied et les empreintes digitales de Sherry sur les poignets avaient été laissées dans du sang, et donc ne dataient pas du 27, mais du 29. Voici ce qu'on a présenté lors de notre réquisitoire. À gauche, on voit une photo de Sherry Lee Heffernan le 27 septembre. On sait qu'elle est allée chez son père pour prendre des photos, donc on sait que c'est elle. Les 2 images proviennent de la même caméra. À droite, on voit la personne qui a commis les meurtres. Si on compare ces 2 personnes, en calant la vidéo au même endroit, devant la clôture, et qu'on regarde la démarche, la taille, les vêtements, c'est la même personne. Pour ce qui est du mobile, d'après l'accusation, Sherry pensait hériter de son père. Si on en croit la copie du testament daté de 2017, retrouvée sur la table de sa salle à manger. Sherry ignorait qu'entre mai et juin 2021, Jack l'avait modifié pour tout léguer à son petit-fils, Andrew. Ce qui était à la base un crime motivé par l'appât du gain a pris une toute autre tournure quand elle s'est retrouvée face à ses victimes. C'est là que, visiblement, elle s'est laissée submerger par la colère alors qu'elle avait soigneusement planifié son crime. On sait que l'attaque a commencé dans la chambre. Elle leur a tiré dans la bouche à tous les 2. Ensuite, Sherry a poignardé Françoise dans le lit, peut-être sous la menace d'une arme, quelle qu'elle soit. Puis elle a fait descendre Jack et l'a fait asseoir dans le fauteuil. Et elle a poignardé, tailladé, lacéré son père jusqu'à la mort. De toute évidence, Françoise est parvenue à se relever et à descendre jusqu'en bas de l'escalier, où elle est morte en position fétale, la jugulaire sectionnée. Jack est dans le fauteuil, enfoui sous des vêtements. Il a reçu 51 coups de couteau. Et l'accusé, qui a déjà poignardé Frenchy 17 fois, lui inflige d'autres blessures, notamment en lui sectionnant la jugulaire. Madame le juge, l'accusation soutient qu'il s'agit là d'actes haineux, cruels et barbares. Vous imaginez la douleur que ça a été de me retrouver au tribunal, face à la personne qui avait tué ma mère, la femme qui m'avait donné la vie et tout l'amour du monde. C'était horrible, vraiment. Après 4 semaines de procès, le jury annonce avoir atteint un verdict en moins de 3 heures. Sherry Heffernan a été reconnue coupable de meurtre. Quand ils ont rendu un verdict de culpabilité, j'ai applaudi. Maintenant, on pouvait tourner la page, moi et ma famille. Après la sentence, Sherry a voulu faire une déclaration. Elle s'est tournée vers Valérie et sa famille avec des larmes de crocodile. La juge lui a dit de se retourner et de s'adresser à elle, pas à la famille. Et dès qu'elle s'est retournée pour faire face à la juge, ses larmes ont disparu. Elle a dit ce qu'elle avait à dire
Et elle s'est rassise à sa place. Ça m'a mise en colère. Elle jouait la comédie. Dès qu'elle a fini de parler, elle a arrêté de pleurer. La femme qui m'a donné la vie, ma mère, était le pilier de notre famille. Celle qui apportait un rayon de soleil partout où elle allait. Elle a passé sa vie à prendre soin des autres. Tout le monde l'aimait. Et j'ai eu beaucoup de chance de la voir. Ce que je continuerai à me répéter jusqu'à la fin de mes jours, c'est que je suis toujours sa fille. Je suis toujours sa fille, et la distance qui sépare le ciel de la terre n'y changera rien. Même si ça ne me ramènera pas ma mère, ni Jack, ça m'a fait du bien. Parce que ça a été une épreuve difficile pour tout le monde. Pour le meurtre de Jack Enders, je vous condamne à la prison à perpétuité. Pour le meurtre de Françoise Pitois, je vous condamne à la prison à perpétuité. Ça, c'est chez moi. On faisait des dîners. Mais elle ne cuisinait pas. Elle apportait du chinois. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à eux. Je les revois encore au bout de la rue. Je pense à eux tous les jours. Ils étaient super. Ils ne méritaient pas ça. Françoise a été mon amie pendant 35 ans. Et je ne serais pas vraiment une amie si je ne soutenais pas Valérie. Pendant 2 ans et demi, quand on se téléphonait, on parlait sans se parler. Parce qu'on avait peur que l'une de nous se mette à pleurer. Aujourd'hui, avec le temps, on arrive à se voir et à parler de sa maman et de Jack, et à rire et à se raconter des anecdotes. Ma mère était une bénédiction. Elle et Jack, ils étaient incroyables tous les deux. Jack, je crois que c'est pour ça qu'il aimait autant notre famille, parce qu'il voyait la relation que j'avais avec ma mère. Et je crois qu'il aurait aimé avoir la même chose avec sa fille. Attendez. Ils étaient adorables et gentils. Et ça n'aurait jamais dû leur arriver. Je veux que les gens se souviennent de leur gentillesse. Et de qui ils étaient. Un matin d'hiver, quand la ville s'éveillait lentement dans un brouillard gris et que les trottoirs, encore froids, résonnaient du pas pressé des premiers travailleurs, une silhouette discrète avançait, comme chaque jour, vers l'arrêt de bus. Elle s'appelait Claire. Une femme ordinaire, 38 ans, un manteau simple mais chaud, une écharpe nouée, avec soin autour de son cou, et ce sac à main qu'elle portait toujours à gauche, comme une habitude devenue seconde nature. Elle n'avait rien de particulier aux yeux des passants, et pourtant, chaque matin, une présence la distinguait des autres. Un chien errant, au pelage mêlé de brun et de blanc, un peu trop maigre, les oreilles tombantes, et des yeux d'une douceur troublante. Il n'avait pas de collier, pas de nom connu, personne ne savait vraiment d'où il venait. Mais tous les jours, quand Claire sortait de son immeuble, il était là, comme s'il l'attendait. Il se levait doucement de l'endroit où il s'était roulé en boule pour passer la nuit, secouait ses pattes engourdies et d'un pas hésitant, mais décidé, se mettait à la suivre. À distance au début, comme s'il respectait une limite invisible, puis de plus en plus près, jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'il faisait partie d'elle, qu'il lui appartenait déjà. Claire l'avait remarqué la première fois, par hasard. Elle s'était dit « encore un chien errant qui cherche à survivre en suivant les gens ». Mais ce qui la frappa, ce fut la constance. Chaque matin, sans jamais manquer, le chien se tenait là. Elle partait à 7h20, il l'accompagnait jusqu'à l'arrêt de bus, puis s'arrêtait, comme s'il savait que son rôle s'achevait là.
Il ne montait pas, il ne réclamait rien. Il se contentait d'attendre qu'elle disparaisse, assise derrière la vitre du bus, pour ensuite s'éloigner, lentement, la queue basse, et retourner à son errance. Au début, Claire avait éprouvé un mélange d'amusement et de gêne. Elle se disait que ce chien finirait par se lasser. Mais au fil des jours, quelque chose changea en elle. Il y avait dans ce rituel une étrange forme de fidélité. Elle ne lui avait jamais donné de nourriture, jamais caressé la tête. Elle ne l'avait même pas appelé. Pourtant, il revenait. Un matin particulièrement froid, alors que ses mains tremblaient malgré les gants, Claire aperçut le chien qui l'attendait, le dos recouvert de givre. Il s'était roulé contre un mur pour la nuit, et la blancheur de la gelée avait dessiné des motifs fragiles sur son pelage. Elle eut un pincement au cœur. Sans réfléchir, elle plongea la main dans son sac et en sortit la moitié de son sandwich qu'elle comptait garder pour le déjeuner. Elle le posa doucement sur le trottoir, le chien s'approcha, renifla, puis d'un geste délicat saisit le morceau de pain entre ses dents. Il la regarda un instant, comme pour la remercier, puis mangea lentement. Ce jour-là, quelque chose s'était brisé, la distance silencieuse entre eux. À partir de ce moment, leur lien se renforça. Claire, qui se disait souvent pressée, trouva tout de même la force de glisser un morceau de nourriture dans son sac avant de partir travailler. Ce n'était jamais grand-chose, un bout de pain, une pomme, parfois un morceau de fromage. Et chaque fois, le chien acceptait avec une délicatesse surprenante. Il ne sautait pas, ne grognait pas, ne réclamait pas davantage. Il prenait ce qu'elle donnait et il semblait se contenter de ce petit geste comme si cela suffisait à remplir sa journée. Les passants commencèrent à remarquer ce duo étrange. Certains souriaient, d'autres haussaient les épaules, mais pour Claire, c'était devenu une habitude douce, un secret partagé avec cet être silencieux. Et dans cette régularité, Claire retrouva une forme d'apaisement. Sa vie n'avait rien de facile. Elle travaillait comme assistante administrative dans une grande entreprise où elle se sentait souvent invisible. Son supérieur parlait sans jamais la regarder vraiment. Ses collègues discutaient de leurs vacances sans jamais l'inviter dans la conversation. Elle rentrait le soir dans un appartement silencieux, un lieu où personne ne l'attendait. Ses journées étaient remplies de gestes mécaniques. Préparer son café, vérifier 2 fois qu'elle avait bien fermé la porte, s'asseoir près de la fenêtre dans le bus, fixer le paysage monotone qui défilait. Tout semblait sans relief. Mais le chien, lui, donnait un sens à ses matins. Elle ne l'avouait à personne, pas même à elle-même au début. Pourtant, elle savait. Elle ne marchait plus seule. Les saisons passèrent. Le chien grandit un peu. Son pelage se fit plus dense. Claire l'appela un jour, timidement, juste pour essayer « Viens, Max ». Elle ne savait pas pourquoi ce prénom lui était venu, mais dès qu'il eut franchi ses lèvres, il sembla évident, comme s'il avait toujours attendu d'être nommé. Le chien leva les yeux, inclina légèrement la tête et s'approcha d'un pas plus sûr que d'habitude. Ce fut le début d'une nouvelle étape. Désormais, elle lui parlait parfois à voix basse. De petites phrases simples, comme on parle à un enfant. « Tu es en avance ce matin. Tu as bien dormi ? Aujourd'hui il fait froid, hein ?» Et à chaque mot, elle avait l'impression qu'il comprenait, qu'il l'écoutait vraiment. Un soir, alors qu'elle rentrait plus tard que d'habitude, épuisée par une réunion interminable, Claire aperçut au coin de la rue une silhouette familière. Max. Il était là. Il n'avait jamais attendu le soir, mais ce jour-là, il était resté. Et lorsqu'il la vit, il dressa les oreilles et fit quelques pas rapides vers elle, comme s'il avait eu peur qu'elle ne revienne pas. Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Elle s'agenouilla, posa enfin la main sur sa tête, et dans ce contact si simple, si évident, elle découvrit une chaleur qu'elle croyait avoir oubliée depuis longtemps. Le lendemain matin, Claire ouvrit sa porte plus tôt que d'habitude. Elle ne savait pas pourquoi elle avait ressenti ce besoin pressant de sortir quelques minutes en avance. Comme si une partie d'elle craignait de ne pas le trouver là, comme si le simple fait de le voir à l'entrée de l'immeuble conditionnait déjà le rythme de sa journée. Et, comme à chaque fois, Max était là, couché sur le trottoir, encore humide de la nuit, la tête posée sur ses pattes, les yeux mi-clos mais attentifs. Dès qu'il entendit le grincement de la porte, il se redressa, la queue battant doucement contre le sol. Il n'y avait rien d'extraordinaire,
dans cette scène, et pourtant, elle remuait quelque chose de profond. Claire se surprit à sourire, un vrai sourire, pas de ceux que l'on arbore machinalement pour paraître poli au bureau. C'était un sourire qui partait de son cœur et s'étendait jusque dans ses yeux. Elle traversa la rue et Max se mit à trottiner à côté d'elle, maintenant presque à sa hauteur, comme s'il avait compris qu'il n'avait plus besoin de garder de distance. Ce matin-là, Claire n'avait rien préparé pour lui. Mais quand elle fouilla dans son sac, ses doigts effleurèrent une petite boîte de biscuits qu'elle avait gardée de la veille. Elle en sortit un, croustillant, le tendit à Max. Le chien approcha doucement, le prit entre ses dents et leva les yeux vers elle, reconnaissant. Le geste semblait anodin, mais il avait quelque chose de sacré, une simplicité qui rendait le monde moins lourd. En arrivant à l'arrêt de bus, Claire remarqua que d'autres voyageurs observaient la scène. Une vieille dame au manteau beige souriait en coin. Un adolescent sortit son téléphone comme pour capturer l'instant, et même l'homme d'affaires, qui avait toujours l'air pressé, sembla ralentir un peu pour regarder. Ce n'était pas seulement une femme et un chien, c'était une petite parenthèse de tendresse dans la grisaille du quotidien, un rappel que des liens silencieux peuvent naître là où on ne les attend pas. Les jours suivants, la routine s'installa encore plus profondément. Claire parlait davantage à Max, parfois juste pour combler le silence du matin, parfois pour se confier. Elle lui raconta son travail monotone, ses soirées trop longues, ses insomnies. Elle se surprit même à rire toute seule en imaginant ce que Max penserait de ses collègues s'il pouvait entrer dans ce bureau trop froid et trop éclairé. Le chien, lui, restait attentif, les oreilles dressées comme s'il comprenait que chaque mot avait son importance. Un matin de pluie battante, alors que l'eau ruisselait dans les caniveaux et que le vent fouettait les parapluies, Claire crut qu'il ne viendrait pas. Elle se dit « C'est trop, aujourd'hui ». Mais au moment où elle referma son imperméable, elle le vit. Trempé, le poil collé à la peau, mais toujours là. Il marchait en secouant la tête, clignant des yeux sous les gouttes. Le cœur de Claire se serra. Elle retira son écharpe, la passa autour de lui pour essuyer un peu son dos, et murmura « Tu es fou de rester dehors comme ça. » Mais au fond, elle savait. C'était précisément ce qui le rendait différent. Il ne fuyait jamais. Au fil du temps, les habitants du quartier commencèrent à le reconnaître. « C'est le chien de la dame au bus », disait-on. Même si officiellement il n'était à personne, chacun voyait bien qu'il lui appartenait déjà d'une manière invisible. On commença à lui donner parfois des restes, à lui adresser un mot doux. Il devint une figure familière, comme un symbole discret de loyauté au coin de la rue. Une fois, un petit garçon s'approcha de Max avec un morceau de pain. Le chien s'avança doucement, sans brusquerie, s'assit devant lui et attendit que l'enfant lui tende la main. Claire observa la scène, émue. Ce chien qui avait sans doute connu la faim et l'abandon savait pourtant se montrer patient, respectueux, presque protecteur. C'était comme si la douleur de son passé avait forgé en lui une sagesse silencieuse. Pourtant, derrière cette tendresse, Claire sentait une inquiétude monter en elle. Elle ne savait rien de lui. Où dormait-il quand elle n'était pas là ? Que mangeait-il les autres jours ? Était-il malade ? Il suffisait qu'un accident, une voiture trop rapide, un hiver trop rude surviennent pour qu'il disparaisse à jamais. Cette pensée la hantait parfois en pleine nuit. Elle se réveillait, imaginant Max couché quelque part sous la pluie, seul. Et chaque matin, en le retrouvant, elle ressentait un soulagement profond, comme si on lui rendait un trésor qu'elle croyait avoir perdu. Un soir, alors qu'elle terminait ses courses, les bras chargés de sacs, elle le vit encore. Il n'était pas seulement là le matin, mais aussi le soir, comme s'il avait élargi son territoire à sa vie entière. Claire hésita, puis prit une décision impulsive. Elle ouvrit son sac, sortit une boîte de nourriture pour chien qu'elle venait d'acheter sans même s'en rendre compte. Elle versa le contenu dans une assiette en plastique trouvée au fond d'un sac et la posa devant lui. Max mangea avec une lenteur touchante, levant la tête entre deux bouchées pour s'assurer qu'elle restait bien près de lui. Ce fut ce soir-là que Claire pensa pour la première fois à l'idée de l'emmener chez elle. Elle savait que ce n'était pas simple. Son immeuble n'acceptait pas les animaux, son appartement était petit, et elle avait peur de ce que cela impliquerait. La responsabilité, les frais, l'engagement. Mais plus elle le regardait, plus elle se disait que peut-être, dans ce monde où chacun court après quelque chose,
Il était temps de courir après quelqu'un. Les jours suivants, l'idée ne la quitta plus. Elle commença à se renseigner discrètement sur Internet. Comment adopter un chien errant? Quelle démarche? Quelles précautions? Elle lut des témoignages, certains joyeux, d'autres plus complexes. Mais toujours, un fil rouge revenait. Adopter un chien, ce n'était pas seulement sauver un animal, c'était aussi se sauver soi-même. Et Claire, dans ses soirées silencieuses, sentait bien que c'était cela qu'elle cherchait depuis longtemps. Une présence, un être qui ne juge pas, qui ne demande rien d'autre que d'être là. Un cœur battant qui donne sans attendre de retour. Un dimanche matin, elle se leva plus tôt encore, ouvrit sa fenêtre et vit Max, endormi sur le trottoir. Elle resta longtemps à l'observer. Son souffle soulevait doucement son flanc, sa tête reposait contre le mur comme celle d'un enfant fatigué. Elle se dit que peut-être. Titré « La vie l'avait mis sur sa route pour une raison, et qu'il y a des rencontres qu'on n'explique pas, mais qui changent tout. » Alors, doucement, presque comme une promesse, elle murmura dans le silence de son appartement « Tu n'es plus seul, Max. » Les jours qui suivirent furent habités par une attente nouvelle, comme une tension douce dans le quotidien de Claire. Chaque fois qu'elle sortait de son immeuble, son regard cherchait immédiatement Max, avant même de vérifier la météo ou de penser à l'heure. Et chaque fois, il était là, fidèle, assis non loin de l'entrée, les yeux brillants, malgré la fatigue, comme s'il guettait précisément son apparition. Elle se surprit à marcher plus lentement pour prolonger les minutes partagées avec lui. Elle lui parlait désormais presque chaque matin, sa voix se mêlant au bruit des voitures et des pas pressés. Des phrases simples, parfois des confidences murmurées, parfois juste une remarque banale sur le ciel gris ou sur l'odeur de boulangerie qui flottait dans la rue. Mais toujours, Max l'écoutait comme si ces mots avaient de l'importance. Un matin, alors qu'elle s'était arrêtée pour ajuster son écharpe, un voisin s'approcha, un homme d'âge moyen qu'elle croisait souvent sans jamais vraiment lui adresser la parole. Il désigna Max et dit avec un sourire « Il vous aime, celui-là ». Claire rougit légèrement, esquissa un signe de tête, incapable d'expliquer l'évidence de ce lien. Comment dire à un inconnu que ce chien, sans parole et sans promesse, était devenu le fil invisible qui la rattachait au monde? Elle se contenta de répondre « Oui, il est toujours là ». Et en prononçant ces mots, elle sentit une chaleur l'envahir. Un soir d'hiver, le froid mordait particulièrement fort. Claire s'attarda en rentrant, observant Max qui trottinait près d'elle. Elle entra dans l'épicerie du coin, acheta 2 boîtes de nourriture pour chiens, et cette fois, ne se contenta pas de les verser sur le trottoir. Elle les plaça dans un petit sac qu'elle tendit au commerçant. Pour lui, gardez ça de côté, je passerai chaque semaine. Le commerçant acquiesça, touché. Ainsi, même lorsqu'elle n'était pas là, Max aurait une assiette. C'était une façon d'alléger un peu l'angoisse qui la rongeait. Ce fut ce même hiver qu'elle fit un geste plus audacieux. Une nuit glaciale, incapable de dormir, elle enfila un manteau et descendit. Elle trouva Max roulé en boule contre un mur, tremblant légèrement dans son sommeil. Son cœur se serra. Elle avait emporté une vieille couverture qu'elle déplia doucement et posa sur lui. Max s'éveilla à moitié, leva les yeux vers elle, puis posa sa tête de nouveau, acceptant ce geste sans crainte. Claire resta là un moment, agenouillée à ses côtés, caressant doucement son pelage, jusqu'à ce que ses doigts deviennent trop froids pour continuer. Elle remonta chez elle le cœur bouleversé, consciente qu'elle venait de franchir une étape. À partir de ce jour, Max ne fut plus seulement un chien qui l'accompagnait. Il devint une présence inscrite dans son intimité. Elle parlait de lui, parfois à demi-mot, à une collègue en salle de pause. Elle disait « J'ai quelqu'un qui m'attend le matin ». Et la collègue souriait, pensant sans doute à un compagnon, ignorant que ce quelqu'un avait 4 pattes et une histoire silencieuse. Les semaines passaient, et chaque geste se chargeait d'une tendresse nouvelle. Un matin, Claire s'accroupit pour nouer son lacet, et Max posa doucement sa patte sur son genou, comme pour retenir son attention. Elle sentit un frisson la parcourir. Ce contact si léger lui semblait plus vrai, plus sincère que bien des paroles humaines. Elle releva la tête et croisa son regard. 2 yeux profonds, humides, d'où émanait une confiance absolue.
Elle comprit alors qu'il ne la choisissait pas seulement pour la nourriture ou pour l'habitude, mais pour quelque chose de plus essentiel. Au printemps, quand les arbres commencèrent à verdir et que la ville reprenait des couleurs, Max changea lui aussi. Son pelage se fit plus brillant, sa démarche plus assurée. Les passants remarquaient qu'il n'avait plus tout à fait l'air d'un chien perdu. On murmurait « C'est le chien de la dame », comme si l'appartenance s'était imposée naturellement. Et Claire, sans l'avouer encore, en ressentait une fierté douce. Un matin, à l'arrêt de bus, une fillette s'approcha timidement et demanda à Claire « Comment il s'appelle » Claire hésita une seconde, puis répondit d'une voix ferme « Il s'appelle Max ». Ce fut la première fois qu'elle prononça son nom devant quelqu'un d'autre, et ce simple mot prit soudain la force d'une déclaration. La petite fille rit et caressa Max, qui se laissa faire, avec douceur. Claire sentit son cœur se gonfler d'une émotion nouvelle. Pourtant, une inquiétude persistait. Max n'avait toujours pas de foyer, elle savait qu'il dormait dehors, malgré la couverture, malgré les gestes. Elle redoutait le jour où il ne viendrait pas, où un accident l'aurait arraché à sa routine. Cette crainte devint si présente qu'elle commença à envisager sérieusement de l'adopter. Chaque soir, elle se demandait comment organiser son appartement, quels compromis accepter. Elle imaginait Max couché près de son canapé, ou l'attendant derrière la porte en rentrant. L'idée la faisait sourire, mais aussi trembler. Était-elle prête ? Était-elle capable de donner autant qu'il donnait, sans condition ? Un soir, alors qu'elle marchait plus lentement pour profiter de sa compagnie, elle remarqua qu'il boitait légèrement. Sa patte arrière semblait douloureuse. Le cœur battant, elle s'approcha, examina maladroitement sans trop savoir quoi faire. Elle se sentit démunie, impuissante, ce fut le déclic. Elle comprit que la rue ne pouvait plus être son avenir, qu'il fallait agir. Le lendemain, elle appela une association de protection animale. Elle expliqua la situation, sa voix tremblante, comme si elle confiait un secret trop grand. On lui proposa de l'aider à emmener Max chez un vétérinaire bénévole. Claire accepta, soulagée et effrayée à la fois. Quand elle sortit ce matin-là, Max était fidèle au rendez-vous. Elle l'attira doucement avec une laisse neuve qu'elle avait achetée la veille. Il hésita, méfiant quelques secondes, puis s'approcha et accepta docilement qu'on lui passe autour du cou. Claire sentit une larme monter. C'était comme un symbole. Il acceptait de lui faire confiance jusqu'au bout. Chez le vétérinaire, Max resta calme, étonnamment sage. On examina sa patte, une simple entorse qui nécessitait du repos, mais le vétérinaire, en observant son état général, dit doucement « Ce chien a besoin d'un foyer ». Claire baissa les yeux, caressant distraitement sa tête. Elle savait déjà la réponse, au fond d'elle, mais l'entendre prononcée par quelqu'un d'autre rendait la décision irrévocable. En sortant, la laisse toujours en main, elle comprit que plus jamais elle ne le ramènerait à ce trottoir froid. Max marchait près d'elle, plus tranquille que jamais, comme s'il savait que quelque chose venait de changer. Le monde autour d'eux continuait son rythme effréné. Les voitures klaxonnaient, les passants se pressaient. Mais pour Claire, tout s'était arrêté. Il n'y avait plus que deux, avançant côte à côte vers une nouvelle vie, silencieuse et fragile, mais pleine de promesses. Le soir même, Claire poussa doucement la porte de son appartement, la laisse de Max encore en main. C'était la première fois qu'elle franchissait ce seuil accompagnée d'une présence vivante qui n'était pas seulement de passage. Elle avait l'impression d'entrer dans un espace nouveau, comme si son appartement s'était transformé au moment où Max y posa ses pattes. L'odeur familière de son petit 2 pièces se mêla au souffle chaud du chien. Et soudain, ce lieu qui lui semblait souvent trop vide prenait une autre dimension. Max s'arrêta juste derrière la porte, hésitant, le regard tourné vers elle, comme s'il attendait une autorisation pour avancer. Claire s'agenouilla, lui caressa la tête et murmura « Entre. Ici, c'est chez toi maintenant. » Alors il fit quelques pas, prudemment, humant l'air, avançant de pièce en pièce comme pour apprivoiser cet espace inconnu. Claire le suivait du regard, émue par la délicatesse avec laquelle il explorait. Il ne renversait rien, il ne s'agitait pas. Il avançait doucement, comme s'il comprenait l'importance du moment. Elle avait préparé une petite couverture dans un coin du salon, près du canapé. Max la trouva rapidement, s'y installa en tournant sur lui-même, puis se coucha avec un soupir profond, celui de quelqu'un qui, après une longue errance, trouve enfin un refuge. Claire resta debout un moment à l'observer.
les yeux humides. Tout semblait incroyablement simple, et pourtant, elle savait que cette simplicité avait la force des miracles. Cette nuit-là, Claire dormit mal, mais pas par inquiétude. C'était l'émotion, trop vive, trop nouvelle. Elle se releva plusieurs fois pour vérifier que Max allait bien. Chaque fois, elle le trouva paisiblement endormi, parfois les pattes agitées par un rêve de course, parfois immobile comme une statue. À chaque regard, elle ressentait un mélange de tendresse et de responsabilité. Elle n'était plus seule. Le matin suivant, la routine changea. Au lieu de sortir de chez elle et de trouver Max déjà dans la rue, c'est lui qui l'attendait derrière la porte, la queue battante, prêt à l'accompagner. Ce renversement toucha profondément Claire. Leur rituel n'avait pas disparu, il s'était transformé. Désormais, ils sortaient ensemble et à l'arrêt de bus, les habitués s'étonnèrent. « Alors c'est officiel », dit la vieille dame au manteau beige avec un sourire. Claire hocha la tête, un peu gênée mais heureuse, caressant Max qui restait assis sagement à ses côtés. Les jours se succédèrent et une harmonie nouvelle s'installa. Claire découvrit les petites joies de partager son espace avec un chien. Le bruit de ses pas sur le parquet, la façon dont il venait poser sa tête sur ses genoux quand elle lisait, l'accueil joyeux chaque soir en rentrant. Même les tâches plus contraignantes, comme le sortir sous la pluie ou ramasser ses poils, prenaient une dimension différente. Elles étaient la preuve tangible de sa présence, de cette vie partagée. Un dimanche, elle décida de l'emmener dans un parc plus éloigné. Elle avait acheté une longe pour lui permettre de courir sans danger. Lorsqu'elle la détacha, Max bondit avec une énergie qu'elle ne lui connaissait pas, tournant en rond, courant dans l'herbe, revenant vers elle, puis repartant aussitôt. Claire éclata de rire, un rire franc, sonore, qu'elle n'avait pas laissé s'échapper depuis longtemps. Assise sur un banc, elle le regardait jouer, le cœur gonflé d'une joie simple, presque enfantine. Peu à peu, la solitude qui pesait tant sur elle se fit plus légère. Les soirs silencieux devinrent des moments de complicité. Elle se surprenait à parler à voix haute, à commenter ses journées, à demander l'avis de Max sur des choses futiles. Et même si ses réponses n'étaient que des regards ou des mouvements de queue, elle avait l'impression de dialoguer vraiment. Dans ce lien muet, il y avait une vérité qu'aucune conversation humaine n'avait su lui offrir. Mais ce bonheur naissant ne passait pas inaperçu. Ses collègues remarquèrent son air plus serein, son sourire plus fréquent. L'une d'elles osa lui demander « Tu as rencontré quelqu'un ?» Claire hésita, puis répondit en riant « Oui, mais pas comme tu crois. » Elle parla de Max, de ce chien errant devenu son compagnon. Certains levèrent les yeux, incrédules, d'autres sourirent sincèrement. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit qu'elle avait quelque chose à raconter qui la rendait fière. Cependant, l'adoption officielle restait à faire. Elle avait gardé Max chez elle, mais il fallait régulariser sa situation, lui donner une identité. Un samedi, elle prit rendez-vous au refuge partenaire de l'association. Elle remplissait les papiers d'une main tremblante, consciente de l'importance du geste. À chaque ligne signée, elle sentait que le lien devenait indestructible. Quand on lui demanda le nom à inscrire, elle répondit sans hésiter « Max ». Et ce mot, écrit noir sur blanc, semblait gravé dans le réel, ce qui jusque-là n'était qu'un miracle fragile. En rentrant, elle le regarda différemment. Il n'était plus seulement un chien trouvé, il était son chien. Une responsabilité, mais surtout un privilège. Elle se pencha, enfouit son visage dans son pelage chaud et murmura « Tu fais partie de ma vie, désormais ». Max, comme pour répondre, posa sa patte sur son bras et ferma les yeux. Les semaines suivantes, Claire découvrit une nouvelle facette d'elle-même. Elle qui se croyait incapable de constance, elle qui pensait ne pas avoir la force d'un engagement, se levait chaque matin avec une énergie nouvelle, parce que quelqu'un l'attendait, parce que ses gestes avaient un sens. La préparation de la gamelle, les promenades, les rendez-vous vétérinaires, tout cela donnait une structure, une chaleur à ses journées. Elle n'était plus une femme invisible dans un bureau gris. Elle était quelqu'un d'important pour un être vivant, et cela suffisait à transformer son regard sur elle-même. Un soir, alors qu'elle s'asseyait sur son canapé, après une journée longue et fatigante, Max vint poser sa tête sur ses genoux, comme il le faisait souvent. Mais ce soir-là, Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Pas des larmes de tristesse,
mais celle d'une reconnaissance profonde. Elle caressa doucement son pelage et dit d'une voix brisée « Merci d'être là, tu ne sais pas combien tu comptes. » Max la regarda avec cette intensité silencieuse propre au chien, ce langage du cœur qui n'a pas besoin de mots. Et dans ce salon modeste, entre une femme et un chien qui s'étaient trouvés par hasard, il y eut une vérité immense, simple et lumineuse. Parfois, ce que l'on croit sauver nous sauve bien davantage. Le printemps avançait doucement, et avec lui, la vie de Claire se réinventait jour après jour. Chaque matin, en ouvrant les yeux, elle n'était plus accueillie par un silence pesant, mais par le bruit discret des griffes de Max sur le parquet, par son souffle tranquille ou par ses yeux déjà éveillés qui la fixaient avec cette patience infinie. Ces réveils avaient une autre saveur. Ce n'était plus seulement le début d'une routine, c'était l'annonce d'une présence. Elle se levait sans cette lourdeur qui l'accompagnait autrefois, car il y avait désormais une raison simple et lumineuse d'avancer. La première promenade du matin devint un rituel sacré. La fraîcheur de l'air, les rues encore calmes, et Max qui avançait à ses côtés, curieux de chaque odeur, attentif au moindre bruit. Claire se surprenait à ralentir son pas, à lever les yeux vers les arbres, à écouter le chant des oiseaux qu'elle avait cessé de remarquer depuis des années. Max l'obligeait à vivre autrement, moins vite, plus attentivement. Elle découvrait que le monde autour d'elle n'avait jamais cessé d'être beau, mais qu'il fallait parfois un guide silencieux pour l'y ramener. Les week-ends, elle commença à organiser ses journées en fonction de lui. Elle l'emmenait dans des parcs qu'elle n'avait jamais pris le temps de visiter. Elle longeait des sentiers qu'elle ne connaissait pas. Max courait, revenait vers elle, repartait, et chaque fois qu'il se tournait pour s'assurer qu'elle suivait, Claire ressentait un élan d'amour difficile à contenir. Ce chien errant, autrefois solitaire, ne concevait plus de s'éloigner trop longtemps. Elle aussi, elle avait cessé de concevoir sa vie sans lui. Un samedi après-midi, elle s'arrêta devant une animalerie pour lui acheter un jouet. Elle hésita longuement dans les rayons, touchée par l'idée de choisir quelque chose rien que pour lui. Finalement, elle opta pour une balle en caoutchouc bleu. Quand elle la lui lança pour la première fois dans le salon, Max hésita, puis se mit à la poursuivre avec une maladresse joyeuse. Claire éclata de rire en le voyant glisser sur le tapis, puis revenir triomphant, la balle entre les dents. Ce moment, si banal en apparence, prit pour elle la dimension d'un miracle. Elle offrait du jeu à un être qui, sans elle, n'aurait connu que la rue. Peu à peu, son appartement changea. Les poils sur le canapé, la gamelle toujours pleine d'eau, les traces de pattes après une balade pluvieuse, tout cela aurait pu paraître contraignant. Mais au contraire, chaque détail rendait l'endroit plus vivant. Claire avait l'impression qu'en accueillant Max, elle avait accueilli la vie elle-même. Et chaque soir, quand elle s'asseyait avec lui couché près de ses jambes, elle se disait que jamais elle n'avait connu un sentiment de foyer aussi fort. Pourtant, la transformation ne s'arrêtait pas là. Son regard sur les autres changea aussi. Dans le bus, elle observait les passants différemment, avec plus de douceur. Elle remarquait les gestes tendres. Une main posée sur une épaule, un sourire échangé, une aide discrète entre deux inconnus. Elle avait l'impression que Max avait ouvert en elle une porte vers la tendresse du monde, comme si aimer ce chien lui permettait enfin de voir ce qui, jusque-là, lui échappait. Un soir, alors qu'elle rentrait tard, elle trouva un mot glissé sous sa porte. C'était sa voisine du dessus, une femme âgée qu'elle croisait parfois dans l'escalier. Le mot disait simplement « Merci pour votre chien. Le voir chaque matin depuis ma fenêtre m'apporte un peu de joie. » Claire resta longtemps à fixer ce papier, bouleversée. Elle comprit que ce lien qu'elle avait tissé avec Max rayonnait au-delà de d'eux, que leur présence conjointe apportait un peu de lumière aux autres aussi. Mais la vie, toujours, rappelle sa fragilité. Un matin d'été, alors qu'il rentrait d'une longue promenade, Max s'arrêta soudain, haletant plus fort que d'habitude. Claire se pencha, inquiète, caressant son flanc qui battait vite. Elle sentit la peur lui étreindre la poitrine. Elle appela aussitôt le vétérinaire. Après quelques examens, on la rassura. Rien de grave, juste un coup de chaleur. Mais pour Claire, ce fut une alerte. Elle réalisa à quel point elle tenait à lui, à quel point l'idée de le perdre lui était insupportable. Ce soir-là, elle s'assit sur le tapis, près de lui, et resta longtemps à le caresser en silence. Elle comprit que ce lien était devenu vital,
Max n'était pas un simple compagnon. Il était son miroir, son ancre, celui qui avait rendu son existence habitable. Elle se pencha vers lui et murmura « Tu es ma famille. Tu le sais ?» Max ouvrit les yeux, leva la tête et posa son museau contre sa main. Ce geste fut plus éloquent que 1000 paroles. Au fil des mois, Claire changea aussi aux yeux de ceux qui l'entouraient. Ses collègues remarquèrent qu'elle avait plus d'assurance, qu'elle se laissait moins écraser par l'indifférence. Elle avait découvert, grâce à Max, qu'elle avait de la valeur, qu'elle pouvait donner et recevoir sans condition. Elle ne cherchait plus à plaire, elle cherchait simplement à être vraie. Et paradoxalement, cette authenticité nouvelle attira vers elle plus de respect que jamais. Un dimanche, elle invita sa voisine âgée à prendre un café chez elle. Max, d'abord méfiant, s'approcha doucement, puis s'assit près d'elle. La vieille dame caressa sa tête et dit émue « Vous savez, ce chien a un regard qui réchauffe le cœur. » Claire sourit. Elle savait qu'il avait fait bien plus que réchauffer son cœur à elle. Il l'avait rallumé. Les saisons passaient, et avec elles, le temps d'errance de Max semblait s'effacer peu à peu. Sa maigreur avait disparu, son pelage brillait, ses yeux étaient pleins de vie. Il n'était plus l'ombre tremblante d'un chien perdu. Il était un compagnon, un être aimé, reconnu, choyé. Et dans cette métamorphose, Claire voyait la sienne. Elle aussi, elle avait quitté une forme d'errance intérieure. Un soir d'automne, alors que la pluie battait contre les vitres, Claire se souvint de leur première rencontre. Elle revit ce matin froid où elle l'avait aperçu pour la première fois, maigre, recouvert de givre. Elle pensa à tout le chemin parcouru depuis. Les images se bousculaient, la couverture déposée une nuit, la première balle lancée, la signature au refuge, les promenades partagées, tout cela formait une histoire dont elle n'aurait jamais osé rêver. Elle se dit alors que la vie avait parfois une façon mystérieuse de répondre à nos manques. Elle lui avait offert Max au moment précis où elle en avait le plus besoin. Et alors qu'elle s'endormait ce soir-là, Max roulait contre ses pieds, Claire sentit une paix profonde l'envahir. Elle comprenait désormais que la beauté de l'existence ne résidait pas dans les grandes choses, mais dans ces instants silencieux, partagés avec un être qui vous choisit chaque jour sans condition. L'hiver revint, avec son air tranchant et ses trottoirs glacés. Mais cette fois, Claire n'était plus seule à affronter la saison. Elle sortait de son immeuble avec Max à ses côtés, la laisse dans une main, son écharpe de l'autre, et chaque pas était accompagné par le rythme sûr des pattes du chien. Elle repensait souvent aux hivers d'avant, aux matins où elle se sentait si petite face à la ville immense, engloutie par le brouillard et la solitude. À présent, il y avait dans ces journées une chaleur constante, une flamme douce qui ne s'éteignait pas, peu importe le froid. Les balades dans la neige devinrent un moment précieux. Max, excité, sautillait dans la poudre blanche, la touffe couverte de flocons, les oreilles secouées par ses bonds maladroits. Claire riait en le regardant, retrouvant une part d'enfance qu'elle croyait disparue. Le soir, ils rentraient tous les deux trempés et transis, mais heureux. Elle lui séchait le dos avec une serviette, il se laissait faire, ferme les yeux, se détendant sous ses gestes attentifs. Ces instants simples avaient une intensité que Claire n'aurait su expliquer. C'était comme si elle touchait du doigt la signification profonde du mot « foyer ». Une nuit particulièrement glaciale, alors que la ville semblait figée dans un silence blanc, Claire s'assit sur son canapé, une tasse de thé chaud entre les mains. Max dormait roulé en boule à ses pieds. Elle regardait par la fenêtre la neige tomber, et son cœur se serra en pensant à tous les chiens qui, comme lui jadis, erraient encore dans les rues, sans couverture, sans regard bienveillant. Elle sentit les larmes lui monter, non pas de tristesse pour elle, mais de compassion pour ce monde où tant de vie passait inaperçue. Elle se pencha, caressa la tête de Max et murmura « Toi, tu n'es plus seul, mais si je le pouvais, je les prendrais tous. » Le lendemain, portée par cette pensée, elle prit une décision. Elle contacta l'association qui l'avait aidée pour Max et proposa son aide bénévole. Elle ne pouvait pas adopter tous les chiens, mais elle pouvait offrir quelques heures, quelques gestes, quelques mots. Le samedi suivant, elle se rendit au refuge. Les aboiements, les regards derrière les grilles, tout cela la bouleversa.
Elle caressa chaque museau tendu vers elle, sentit dans ses yeux la même détresse qu'elle avait vue chez Max la première fois, mais aussi une même lueur d'espoir. De semaine en semaine, elle s'impliqua davantage. Elle promenait les chiens, nettoyait les box, distribuait des gamelles. Max l'accompagnait parfois, et son calme rassurait les autres animaux. Les bénévoles remarquaient ce lien particulier et lui disaient « On dirait qu'il sait qu'il a eu une seconde chance et qu'il veut la partager. » Claire souriait, émue. Elle savait que ce chien, en transformant sa vie, avait déclenché bien plus qu'une rencontre. Il avait ouvert en elle une capacité d'aimer qu'elle ignorait. Dans son quotidien, les changements se poursuivaient. Ses collègues, qui autrefois l'ignoraient, semblaient plus attentifs. Peut-être parce qu'elle-même se tenait différemment, plus droite, plus vivante. On l'invitait à des déjeuners, on l'écoutait davantage. Elle n'était plus l'ombre discrète d'un bureau. Elle portait en elle une lumière nouvelle, une force tranquille que chacun percevait, et tout cela, elle le devait à Max. Un soir, après une longue journée, elle s'assit sur le tapis et Max vint poser sa tête sur ses genoux. Elle resta ainsi longtemps, silencieuse, caressant machinalement ses oreilles. Elle pensa à toutes ces heures solitaires qu'elle avait connues avant lui, à ces soirées où elle allumait la télévision pour meubler le silence, où elle se couchait trop tôt, faute d'autres horizons. Elle mesura le chemin parcouru et une gratitude immense la submergea. Elle se dit que parfois le bonheur ne vient pas sous la forme que l'on attend. Il n'est pas toujours un grand bouleversement, un projet flamboyant, une rencontre humaine. Parfois il est là, tapi dans le regard d'un chien errant qui décide de marcher à vos côtés. Un dimanche de décembre, elle invita sa famille à déjeuner chez elle. Ses parents, ses 2 frères et leurs compagnes vinrent, un peu intrigués par cette nouvelle vie. Ils connaissaient l'histoire de Max, mais c'était la première fois qu'ils le rencontraient. À peine entrés, ils furent accueillis par le chien, calme mais attentif, qui s'approcha en remuant la queue. Claire observa la scène, nerveuse, puis vit ses parents sourire en le caressant. Sa mère dit doucement « Il est magnifique, et on voit qu'il t'aime. » Claire sentit sa gorge se nouer. Pour la première fois, elle avait quelque chose à montrer dont elle était fière, quelque chose de construit de ses propres mains et de son propre cœur. Le repas fut simple, mais joyeux. Max circulait entre les chaises, s'arrêtant auprès de chacun, et l'ambiance se fit plus chaleureuse qu'à l'accoutumée. Ses frères, un peu taquins, lui dirent « On dirait que tu as enfin trouvé ton colocataire idéal. » Claire rit avec eux, et dans ce rire, il n'y avait ni gêne ni amertume, seulement une vérité douce. Oui, elle avait trouvé ce qu'elle cherchait sans le savoir, une présence qui la rendait entière. Les semaines passèrent, et l'année s'acheva. Le soir du Nouvel An, Claire ne sortit pas. Elle s'installa sur son canapé, avec Max, un plaid sur les genoux, une tasse chaude à la main. Les feux d'artifice éclataient au loin, et Max, un peu inquiet du bruit, vint se blottir contre elle. Elle le rassura doucement, murmurant des mots apaisants. Et dans ce moment simple, elle sentit qu'elle n'avait besoin de rien de plus. Le bonheur n'était pas dans les grandes fêtes ou dans les artifices brillants. Il était là, dans le silence partagé avec celui qui lui faisait confiance. L'hiver céda la place au printemps, et une nouvelle étape s'ouvrit. Claire, encouragée par son expérience au refuge, décida de lancer une petite initiative dans son quartier. Une collecte de nourriture et de couverture pour les animaux errants. Elle en parla autour d'elle, afficha quelques annonces, et fut surprise par la générosité des voisins. Chacun apporta quelque chose, un sac de croquettes, une vieille couette, quelques boîtes. Elle organisa le tout avec soin, puis alla les distribuer au refuge. En voyant la pile de dons, elle eut les larmes aux yeux. Max, à ses côtés, semblait fier aussi, comme s'il comprenait que son histoire avait semé bien plus qu'un bonheur individuel. Et un soir, alors que le soleil se couchait doucement sur la ville, Claire marcha avec Max jusqu'à leur ancien arrêt de bus. Elle s'arrêta là où tout avait commencé, à l'endroit précis où, autrefois, il l'attendait chaque matin. Elle resta silencieuse, les souvenirs défilant comme des images, le chien recouvert de givre, la première bouchée de sandwich, les regards des passants. Elle caressa doucement la tête de Max et dit « Regarde où on en est. Tu te souviens ?» Max leva les yeux vers elle, et dans ce regard il y avait tout, la mémoire de la rue, la reconnaissance, l'amour sans condition.
Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire comprit une chose essentielle. Leur histoire n'était pas seulement une histoire d'adoption. C'était une histoire de renaissance, pour lui comme pour elle. Une preuve que parfois, la vie place sur notre chemin ce que l'on n'osait même plus espérer, et qu'il suffit d'ouvrir les yeux, et surtout le cœur, pour accueillir ce miracle. Le printemps s'était installé doucement, emplissant les rues de parfums d'arbres en fleurs et de lumière dorée. Claire sortait chaque matin avec Max, et ce qui n'avait commencé que comme un rituel banal de trajet vers l'arrêt de bus était devenu l'essence même de ses journées. Elle avançait désormais d'un pas plus tranquille, regardant la ville s'éveiller autour d'elle, accompagnée par ce compagnon fidèle qui autrefois errait seul et sans repère. Elle se souvenait encore de ces matins glacés où son cœur battait trop vite à l'idée de le perdre, et en le voyant aujourd'hui marcher d'un pas assuré, la tête haute, elle ressentait une fierté tendre. Leur complicité s'était enrichie de 1000 détails quotidiens. Quand elle ouvrait un placard, Max venait poser sa tête contre sa cuisse, curieux. Quand elle cuisinait, il restait couché non loin, guettant le moindre geste, non pour quémander, mais simplement pour être là, présent. Le soir, il avait pris l'habitude de s'installer près de la fenêtre, observant le dehors, tandis qu'elle lisait ou écrivait quelques lignes. Le simple bruit de sa respiration emplissait l'appartement d'une paix qu'elle n'avait jamais connue avant lui. Un soir d'avril, alors qu'une pluie douce tombait, Claire eut une idée. Elle se dit qu'il était temps de lui montrer davantage que son quartier et les parcs proches. Elle décida d'organiser une petite escapade. Rien de grandiose, juste une journée hors de la ville, à la campagne, là où l'air serait plus pur et l'herbe plus vaste. Elle réserva un covoiturage, prépara un sac avec de l'eau, quelques biscuits, la longe de Max et un vieux plaid. Le matin venu, elle l'équipa de son harnais, et tous deux prirent la route, le cœur léger. À leur arrivée, Max sembla transformé. Ses yeux brillaient d'une joie qu'elle n'avait jamais vue. Il courut dans les champs, bondit entre les herbes hautes, s'ébroua au milieu d'un ruisseau. Claire, assise sur un rocher, le regardait avec un sourire émerveillé. Elle se disait que c'était peut-être la première fois qu'il goûtait une telle liberté sans crainte, sans solitude, et elle se sentit honorée d'être celle qui pouvait lui offrir cela. Quand il revint vers elle, trempé, haletant, et posa sa tête contre son épaule, elle sut que ce moment resterait gravé en elle comme un souvenir pur. De retour chez elle, elle pensa longtemps à cette journée. Elle comprit qu'aimer Max, ce n'était pas seulement lui donner un toit, de la nourriture, des caresses. C'était aussi lui offrir des instants où la vie reprenait tout son éclat, où son passé d'errance s'effaçait un peu plus. Et en retour, Max lui offrait quelque chose d'encore plus précieux. La capacité de savourer le présent, sans attente, sans regret. Au refuge, où elle continuait d'aider, elle parlait souvent de lui. Les autres bénévoles aimaient entendre son histoire, et certains disaient « Votre rencontre, c'était un coup du destin ». Claire hochait la tête. Elle savait que c'était vrai. Ce chien avait bouleversé ses certitudes, redonné du sens à ses journées, mais il avait aussi élargi son cœur. Grâce à lui, elle s'était ouverte aux autres, elle avait trouvé le courage de s'impliquer, de tendre la main. Un après-midi d'été, alors qu'elle promenait Max dans le quartier, une femme s'approcha. Elle tenait un petit chien maigre, tremblant, manifestement trouvé dans la rue. Elle demanda à Claire « Je ne sais pas quoi faire, je l'ai vu errer depuis des jours. » Claire sentit son cœur battre fort. Elle caressa doucement le petit animal et répondit « Je sais ce que c'est. Je vais vous aider. » Elle appela aussitôt l'association, prit des nouvelles, accompagna la femme au refuge. Et tandis qu'elle agissait, elle se rendit compte qu'elle était devenue, sans s'en apercevoir, celle vers qui on se tournait quand il s'agissait de sauver un être fragile. Cette soirée-là, elle s'assit sur son canapé, Max roulé contre elle, et murmura « Tu vois, ton histoire ne s'arrête pas et à nous deux. Tu as semé quelque chose de plus grand. » Max leva les yeux, posa son museau sur son bras, et Claire sentit une gratitude profonde l'envahir. Oui, son chien avait déclenché une chaîne de bonté, une contagion silencieuse de tendresse dans son entourage. Les mois passaient, rythmés par des promenades, des jeux, des rires et des silences partagés.
Claire n'attendait plus de grands bouleversements de la vie. Elle savait que son bonheur se construisait là, dans ces instants simples. Elle se souvenait d'elle-même, autrefois, courbée dans le bus, invisible aux yeux des autres. Aujourd'hui, elle avançait droite, souriante, accompagnée. Le monde n'avait pas changé, mais elle, oui, et c'était suffisant. Un soir d'automne, elle décida de retourner à l'arrêt de bus où tout avait commencé. Elle s'assit sur le banc, Max couché à ses pieds. Elle ferma les yeux et laissa défiler les images du passé. Le chien maigre qui la suivait timidement, les premiers morceaux de pain partagés, la première caresse, la peur de le perdre, puis la joie de le ramener chez elle. Tout cela lui sembla à la fois lointain et terriblement proche. Elle rouvrit les yeux, caressa doucement son dos chaud et dit dans un souffle « Merci de m'avoir choisi ce jour-là ». Et alors que le vent frais balayait la rue, Claire comprit que leur histoire ne serait jamais une simple anecdote. C'était une preuve, petite mais immense, que la tendresse pouvait naître dans les lieux les plus ordinaires, qu'un geste simple pouvait transformer deux vies. Elle sut qu'elle raconterait un jour cette rencontre pour rappeler aux autres qu'il suffit parfois d'ouvrir les yeux à ce qui marche à nos côtés, silencieux, pour découvrir la plus grande des fidélités. La nuit tomba doucement, Claire et Max rentrèrent chez eux, leurs pas résonnant dans les rues tranquilles. Le monde continuait autour d'eux, indifférent, pressé. Mais ils avançaient ensemble, et cela suffisait à rendre chaque instant précieux. Dans la chaleur de son appartement, alors que Max s'endormait roulé contre le canapé, Claire resta longtemps éveillée, le regard perdu dans le vide, et une pensée claire, lumineuse, s'imposa à elle. Parfois, la plus belle des histoires d'amour n'a ni serment, ni mots, ni promesses. Elle se raconte en silence, dans le battement d'un cœur fidèle, dans les yeux d'un chien qui vous a choisi un matin ordinaire à l'arrêt de bus.